Donc bonjour et bienvenue sur Contalia TV. Je me présente, je suis Alice Polinis, formatrice en droit et je vais vous enseigner cette année l'UE1, Introduction au droit du DCG. Donc bienvenue à vous qui êtes présents aujourd'hui et aussi bienvenue à tous ceux qui vont nous suivre à distance. Donc nous allons aborder aujourd'hui la notion de droit. Donc c'est une notion qui est quand même très importante de définir parce que il est vrai que en première année vous n'avez pas encore précédemment fait du droit, vous ne savez pas à quoi correspond le droit et puis vous ne connaissez pas toutes les règles de droit bien évidemment. Donc on va aujourd'hui définir cette notion. Et puis, vous allez voir, il y a différentes définitions qui peuvent correspondre à cette notion de droit. Et donc, nous allons commencer aujourd'hui par les définitions. Donc, il y en a plusieurs, vous allez voir. Nous allons ensuite voir pendant cette séance la finalité du droit. Alors, qu'est-ce que veut dire la finalité? C'est le rôle du droit. À quoi il sert? On va aborder cette question aujourd'hui et puis nous finirons sur les caractéristiques de la règle de droit. Donc les caractéristiques de la règle de droit, ce sont des attributs qui lui sont propres. Nous allons les présenter. Il y en a plusieurs. Et donc, nous allons les voir successivement à la fin de la séance. Donc, sur les définitions, je vous disais qu'il y avait plusieurs définitions du mot droit. Et oui, effectivement, nous n'avons pas un sens unique du mot droit. Nous pouvons dire que le droit a deux sens qui sont complètement différents. Nous parlons de droit objectif et de droit subjectif. Donc le droit objectif, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec le rôle du droit, enfin sa finalité et les caractéristiques de la règle de droit. Nous allons aborder plus particulièrement aujourd'hui le droit objectif et par la suite, nous verrons l'autre sens du mot droit, ce sont les droits subjectifs et nous verrons pourquoi nous utilisons le pluriel plutôt que le singulier. Et nous aborderons ces droits subjectifs, en tout cas par la suite, dans l'année, nous expliquerons plus précisément ce que sont les droits subjectifs. Donc le droit objectif, si je dois vous donner une définition, c'est un ensemble de règles régissant les relations entre les personnes. Alors vous avez le mot règle que nous verrons par la suite et vous avez les personnes. Qu'entendons-nous par personne? Donc les personnes, là aussi en droit, nous avons deux catégories de personnes, les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques, c'est qui? Personnes physiques, ce sont les êtres humains, sont vous et moi. Alors, attention, chose importante, dans cette notion de personne physique, le droit insiste particulièrement, et sur les règles, nous le verrons, les personnes physiques ne concernent pas les animaux. Pour le droit, les animaux, ce sont des choses et ce ne sont pas des personnes physiques, même si on a tendance à croire que les animaux, ce sont presque des êtres humains. Pour le droit, en tout cas, ce ne sont pas des êtres humains. Seules les personnes comme vous et moi sont assimilées à des personnes physiques. Les personnes morales, alors c'est une notion un petit peu plus artificielle puisque la personne morale n'a pas d'existence matérielle comme un être humain. On ne peut pas la toucher de nos doigts. Hein. C'est quelque chose de purement artificiel, mais vous le verrez avec des attributs. Elles vont avoir certaines possibilités d'agir. Elles vont avoir une existence juridique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par personne morale? On peut citer par exemple les sociétés, on peut citer également les associations qui sont des personnes morales. Alors, personne morale, nous verrons donc le terme par la suite, puisque nous aborderons les différents attributs de la personne morale. Mais déjà, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'une personne morale peut, si elle le souhaite, à partir du moment où elle a respecté toutes les formalités pour pouvoir exister, parce qu'elles ont des formalités à respecter, elles peuvent agir en justice
elles peuvent attaquer d'autres personnes morales ou des personnes physiques en justice. On peut même, nous, en tant que personnes physiques, attaquer en justice ces personnes morales, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles ont une existence juridique, même si elle est artificielle. Alors, comme elles ont une existence juridique, elles vont pouvoir aussi posséder des biens. Elles vont pouvoir acheter des biens. Par exemple, une société va pouvoir posséder le local dans lequel elle a son siège social et dans lequel elle habite, si vous voulez, son domicile. Elles vont pouvoir également avoir des dettes. Alors, on dit qu'elles ont un patrimoine. Donc cette notion de patrimoine, là aussi, fera l'objet d'une ou plusieurs séances par la suite. Un patrimoine, c'est un contenant. Donc en tant que personne physique, vous avez un patrimoine, mais les personnes morales, à partir du moment où elles ont leur existence juridique, elles vont avoir un patrimoine. Un patrimoine, c'est quoi? C'est un contenant avec un actif, donc tous les biens qu'elles possèdent, toutes les créances qu'elles possèdent, mais aussi un passif et donc les dettes qu'elles auront contractées tout au long de leur vie. Donc c'est vrai qu'on parle de personne, donc comme une personne physique, mais on parle de morale parce que elle est purement artificielle et on ne peut pas la matérialiser physiquement comme un être humain. Vous avez également sur cette notion de personne ce qu'on appelle les personnes privées et l'État. Les personnes privées, ça regroupe quoi comme notion? Il s'agit de l'être humain, c'est une personne privée. Une société, c'est une personne privée. Une association, également, est une personne privée. Et puis l'État regroupe ce qu'on appelle la puissance publique. C'est une personne morale public qui va avoir là aussi les mêmes attributs que la personne morale. Vous le savez peut-être, l'État peut agir en justice. Vous pouvez être poursuivi par l'État, par ses représentants, parce que vous aurez commis une infraction, nous y reviendrons par la suite, mais vous-même en tant que personne physique, vous allez pouvoir avoir la possibilité, éventuellement, d'attaquer l'État. Alors l'État, c'est quoi? L'État est représenté par des collectivités, ce qu'on appelle des collectivités territoriales, comme la région, la commune, le département. L'État aussi est représenté par des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, c'est ce que l'on appelle le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif, c'est le Parlement. Ce sont les députés, ce sont les sénateurs. Le pouvoir exécutif, c'est le président et c'est le gouvernement. Le pouvoir judiciaire, qui va nous intéresser plus particulièrement par la suite, ce sont tous les tribunaux, ce sont les magistrats. Donc tous ces pouvoirs-là représentent les pouvoirs publics et sont des représentants directs de l'État. Donc le droit objectif, donc un ensemble de règles qui régit les relations entre les personnes. Donc, nous avons également une deuxième définition du mot droit, c'est ce qu'on appelle les droits subjectifs. Les droits subjectifs, pourquoi il y a un pluriel? Parce que nous allons le voir, les droits subjectifs, il s'agit de plusieurs droits différents qui appartiennent à une personne. Subjectif, si je dois vous expliquer le terme de subjectif, cela vient du mot sujet. Sujet de droit. Nous sommes, en tant que personnes physiques, des sujets de droit et les personnes morales sont aussi des sujets de droit, c'est-à-dire que nous allons avoir et nous allons posséder des droits. Alors, la définition des droits subjectifs, ce sont des prérogatives dont une personne est titulaire. Alors, le terme prérogative, que signifie-t-il? Les prérogatives, ce sont des attributs que possède une personne. Une personne va avoir différents droits. Alors, on n'a pas tous les mêmes droits, même si on y reviendra sur cette notion de même droit. En tout cas, on va tout au long de notre vie avoir certains droits et on va pouvoir bien évidemment les défendre éventuellement en justice. Nous verrons comment, si justement on porte atteinte à nos droits.
Donc, je peux vous citer des exemples de prérogatives dont une personne est titulaire. Alors, il y en a plusieurs, on ne va pas tous les voir, on les verra au fur et à mesure. Les exemples que l'on peut citer aujourd'hui, le droit de vote. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, justement, le droit de vote, il y a des conditions pour avoir le droit de vote. Vous le savez sûrement, un mineur ne peut pas voter et nous pouvons voter à partir de 18 ans. Donc à partir de 18 ans, vous allez posséder le droit de vote et vous allez pouvoir voter aux élections que nous avons dans notre pays, mais vous allez pouvoir, si vous travaillez dans une entreprise, vous allez pouvoir élire, par exemple, des représentants du personnel, vous allez pouvoir élire des représentants au Conseil des prud'hommes, nous y reviendrons, qui est la juridiction spécialisée en droit du travail. Donc, à partir d'un certain âge, et bien évidemment, si vous possédez toutes les caractéristiques nécessaires, vous allez avoir un droit subjectif qui est le droit de vote. Alors, ce droit de vote, je vous ai dit, il faut avoir 18 ans pour le posséder, mais il arrive parfois qu'on puisse vous supprimer ce droit de vote. Alors, ce n'est pas parce que vous possédez ce droit subjectif qu'il est à vie. Alors, en principe, oui, mais parfois, et vous le verrez souvent en droit, nous avons des principes et parfois nous avons des exceptions. Parfois, on va vous retirer ce droit de vote et vous n'allez plus pouvoir l'exercer parce que vous allez perdre ce droit, parce que vous aurez commis, par exemple, une infraction grave qui fait qu'on va vous retirer ce droit. Nous y reviendrons par la suite. Un deuxième exemple qui vient aussi expliquer cette notion de droit subjectif, c'est ce que l'on appelle l'autorité parentale. Alors, c'est un droit subjectif, on peut en être titulaire, mais pour pouvoir avoir l'autorité parentale, il faut avoir des enfants. Donc sinon, pas d'enfants, pas d'autorité parentale. Attention aussi sur l'autorité parentale. Alors, on peut le perdre également, ce droit subjectif. On peut perdre notre autorité parentale. Pourquoi ? Parce que nous aurons commis des actes sur nos enfants qui feront que le juge décidera de vous retirer ce droit. Alors l'autorité parentale, c'est quoi ? C'est que nous allons pouvoir, jusqu'à la majorité, voire même plus, un petit peu décider dans l'intérêt de notre enfant. Nous avons des devoirs en tant que parents, nous avons des devoirs d'éducation, nous avons des obligations de secours et d'entretien, des obligations alimentaires. Et donc, par cette autorité parentale également, nous avons aussi la possibilité de le représenter légalement. Parce qu'un mineur, nous le verrons, ne peut pas faire certains actes. Et donc, il a besoin de ses parents ou d'une personne qui est son représentant légal s'il ne possède plus ses parents, qui va avoir cette autorité parentale. Ces personnes-là, en principe qui sont les parents, vont agir au nom de l'enfant et dans son intérêt. Donc ça, c'est un deuxième droit subjectif qui, lui aussi, comme vous pouvez le voir, soumis à certaines caractéristiques. On n'en bénéficie pas tous systématiquement. Le droit de propriété, troisième droit subjectif. Alors le droit de propriété, il possède une particularité, c'est pourquoi il fera l'objet d'une voire deux séances par la suite, parce que le droit de propriété, sa particularité, c'est qu'il se subdivise. On peut être, alors prenons un exemple tout simple, on peut être pleinement propriétaire de son bien. On a acheté une maison, on en est propriétaire, on y vit dedans, on peut la vendre, on peut faire ce qu'on veut avec, c'est-à-dire qu'on a le droit de propriété complet, si vous voulez, sur ce bien. Il peut arriver parfois qu'on est propriétaire d'un bien, c'est-à-dire qu'on va le posséder, mais on ne l'utilise pas, parce qu'on l'a donné en location. Donc, ce droit de propriété possède différents attributs, différentes caractéristiques, qui fait qu'on peut posséder toutes les caractéristiques ou une partie de ces caractéristiques. Alors bien évidemment, le droit de propriété est un droit, ce qu'on appelle absolu. Quand on est propriétaire d'un bien en principe, on peut en faire ce que l'on veut. Mais toujours, et vous allez vite le comprendre, à condition de ne pas enfreindre la loi. On peut faire ce qu'on veut, mais à condition de rester dans la légalité. Nous verrons ça plus tard. Un autre droit subjectif, le droit d'exercer le commerce. C'est vrai qu'en France, vous avez un grand principe
qui est une liberté publique, qui est reconnue et qui est la liberté du commerce et de l'industrie. En principe, nous avons le droit d'ouvrir le commerce que l'on souhaite. On est libre d'ouvrir son commerce. Alors, bien évidemment, comme toute liberté, vous le verrez, il faut quand même l'encadrer. Il y a certains commerces qui sont interdits. Vous ne pouvez pas faire commerce de la drogue, puisque la drogue étant un produit illégal. Donc, la liberté du commerce et de l'industrie, oui, à condition de faire un commerce qui est légal. Et sur le droit d'exercer le commerce, nous avons aussi des atténuations car certaines personnes ne peuvent pas exercer le commerce. Les mineurs, toujours les mineurs, jusqu'à 18 ans, vous n'avez pas la possibilité d'exercer le commerce. Nous verrons que le mineur peut être émancipé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, il va pouvoir faire certains actes seul. Il a une certaine capacité juridique. L'émancipation est à partir de 16 ans. Mais le droit d'exercer le commerce, malgré tout, ne lui est pas possible. Il va falloir qu'il attende 18 ans. Et puis, il y a certains majeurs qui vont perdre ce droit. Là encore, un droit subjectif, on en est titulaire, mais à condition de ne pas avoir commis d'infraction et ne pas avoir subi de condamnation qui nous supprime ce droit. Le droit d'exercer le commerce peut être retiré à des majeurs qui ont subi des condamnations importantes pour vol, abus de biens sociaux, donc qui ont eu des peines d'emprisonnement, ou alors un gérant de société qui est en faillite et donc à qui on reproche cette faillite parce qu'il a commis des fautes de gestion. Le juge, on le verra, peut condamner le gérant, bien évidemment à peut-être éventuellement une condamnation civile, à réparer les fautes de gestion, mais il peut lui interdire d'exercer le commerce pendant un certain temps. Alors l'interdiction peut être temporaire, mais en tout cas, il a le pouvoir de vous retirer ce droit subjectif. Donc voilà sur ces définitions de droit objectif et les droits subjectifs. Nous allons voir maintenant quelle est la finalité du droit, donc du droit objectif. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cette notion de droit objectif. La finalité, je vous ai dit tout à l'heure, c'était le rôle du droit. À quoi, justement, on va se poser différentes questions. Donc deux questions. Alors le constat que l'on va pouvoir faire, c'est que on va se demander, et avant de se demander à quoi sert le droit, on va dresser un constat parce que vous allez voir que le droit, finalement, vous n'en avez pas forcément conscience, le droit est partout. Vous avez des règles de droit qui sont présentes dans toute situation. Donc nous allons analyser quelques situations de la vie quotidienne. Et vous allez voir sur ces situations de la vie quotidienne qu'il y a du droit qui est quand même présent. Alors, quelques exemples là aussi de situations de la vie quotidienne. Tout d'abord, au niveau personnel, donc dans votre vie quotidienne, vous êtes amené à faire différents actes. Et donc, vous allez voir là encore que ces actes sont systématiquement réglementés par le droit. Alors, par des règles qui ne sont pas toujours les mêmes, bien évidemment, on va le voir. Il y a énormément de règles de droit, mais en tout cas, pour chaque situation, il y a une ou plusieurs règles qui vont s'appliquer. Alors, achat d'un bien sur Internet. Donc, achat d'un bien sur Internet, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus, et vous-même peut-être vous achetez également sur Internet. Le commerce électronique, la vente à distance, donc a connu un très gros boom, bien évidemment. Donc, on a vu de plus en plus de sites de vente en ligne. Mais malgré tout, alors même si c'est facile, c'est-à-dire que vous vous connectez sur le site, vous faites votre achat, vous validez votre achat, vous payez, et puis, c'est fait. Vous avez acheté votre bien. Malgré tout, c'est un contrat de vente à distance. Donc, c'est vrai qu'on estime que la vente à distance, malgré tout, elle est quand même un petit peu plus risquée que la vente classique que vous avez,
que vous allez faire quand vous allez aller dans un magasin où vous avez le commerçant en face de vous. Pourquoi la vente à distance est plus risquée? Parce que vous n'avez pas l'interlocuteur en face de vous. Vous avez un écran face à vous qui fait que vous faites votre achat et vous n'avez pas la marchandise tout de suite puisqu'on est dans un système de vente à distance. Donc c'est vrai que le droit a dû s'adapter à cette évolution, à ce système de commerce qui n'existait pas il y a quelques années. Et donc, le droit a dû évoluer et adapter ses règles de vente classiques à la vente à distance. Et il y a une grosse réglementation qui a émergé et qui continue d'ailleurs de se développer aujourd'hui, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, d'être face à des personnes qui sont malhonnêtes et qui vont essayer, bien évidemment, d'abuser de votre confiance que vous allez donner au site de vente en ligne. Donc c'est vrai que le droit essaye d'instaurer des règles, des avertissements pour les personnes qui se connectent et qui font des achats. Donc là déjà, première situation de la vie quotidienne, c'est vrai que vous signez pas un contrat classique, vous faites votre achat, mais sachez que cet achat va être réglementé et va être soumis à des règles du contrat de vente et aussi des règles de consommation. Nous y reviendrons puisqu'en tant que consommateurs, nous allons être protégés face aux professionnels. Deuxième situation personnelle de la vie quotidienne, location d'un appartement. Vous allez et vous souhaitez louer un appartement. Ça n'a pas l'air très très compliqué, hein. Vous allez visiter votre appartement, il vous convient, vous tombez d'accord avec le propriétaire. Donc qu'est-ce qu'il va devoir faire? On ne se serre pas la main et on dit bon ok je loue l'appartement. Non, il y a quand même un formalisme à respecter. Alors c'est pas pour vous embêter, c'est que tout simplement on va réglementer cet acte pour éviter les abus que l'on pourrait faire de la part du propriétaire et aussi de la part du locataire. Il faut protéger les deux parties. Donc vous allez devoir signer un bail qui lui aussi est soumis à des règles de droit précises au niveau de l'habitation, au niveau du logement. Et donc vous allez devoir respecter ces règles qui vous seront détaillées plus ou moins de manière précise dans le bail étant le contrat de location que vous signerez pour louer votre appartement. Le mariage, bon, c'est peut-être pas vraiment une situation de la vie quotidienne, c'est quand même plus exceptionnel, hein, on ne se marie pas tous les jours, enfin, je ne pense pas, mais là aussi, il y a un formalisme. Alors, bien évidemment, le mariage, il faut au départ que vous soyez d'accord, que les deux personnes soient d'accord pour se marier, certes. Donc déjà, si les deux sont consentantes, a priori, il n'y a pas de raison que votre mariage n'ait pas lieu. Mais il va falloir quand même le formaliser et respecter des formalités précises à la mairie. Vous allez devoir remplir des documents qui vont être publiés parce que vous devez aviser tout le monde que vous vous mariez. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez les inviter à votre mariage. Vous devez aviser toutes les personnes que vous allez vous marier. Alors, pourquoi on vous oblige à ce qu'on appelle publier les bans? C'est que en France, vous le savez, on ne peut pas se marier plusieurs fois en même temps et donc il faut quand même avertir les personnes que vous allez vous marier et que vous garantissez que vous n'êtes pas déjà marié. Donc ça, c'est vrai que il y a la publication des bans et puis le jour J, vous allez devoir passer devant le maire ou un de ses représentants, un officier d'état civil qui va être chargé de vous unir légalement, puisque le mariage va avoir des conséquences sur votre vie quotidienne. Et donc, vous allez devoir écouter ce qu'il a à vous dire, en tout cas au niveau de la loi, parce que le mariage est réglementé. Vous avez des obligations quand vous vous mariez. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas conscience tout de suite, et puis on ne fait pas forcément attention, mais lorsqu'il y a après des soucis dans le mariage, on se rappelle de toutes ces obligations qu'on nous a récitées le jour de notre mariage. Et là, on se dit, tiens, j'aurais dû mieux écouter. Mais en tout cas, c'est réglementé au niveau civil. Le mariage civil et le mariage qui
est en tout cas le plus important en France et c'est celui qui compte le plus, même si le mariage religieux a son importance aussi, mais au niveau de la loi, à la limite, le mariage religieux n'a pas d'incidence. C'est le mariage civil qui est réglementé. La naissance d'un enfant, aussi au niveau personnel, c'est une situation qui, là aussi, va être réglementée. Alors, on a un enfant, on est très content d'avoir un enfant, mais là aussi, il y a encore des formalités légales à respecter. Quelles sont-elles? Quand vous avez un enfant, vous allez devoir le déclarer. Vous le déclarez où? À la mairie. Alors, quand vous le déclarez, il y a certaines obligations. Votre enfant, vous allez devoir lui donner un nom, alors, votre nom de famille. Alors, c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, nous avons une avancée, c'est-à-dire que on a certaines atténuations, on a une certaine souplesse qui fait qu'on peut donner les deux noms des parents. On peut choisir un nom, mais en tout cas, il va falloir le nommer, un nom de famille, parce que ça va être très important par la suite et dans sa vie future, puisque c'est une référence, c'est une identification. Et puis, on va devoir lui choisir un prénom. Alors, le prénom, en principe, vous le choisissez librement. Vous dites à l'officier d'état civil, voilà, je veux nommer mon enfant Pierre, Paul. Bon, il n'y a pas de souci. La mairie ne possède pas une liste de prénoms dans laquelle vous allez devoir puiser. Par contre, attention, un prénom, oui, vous pouvez choisir le prénom que vous souhaitez, oui. Attention tout de même sur le prénom. On ne fait pas n'importe quoi. On ne va pas donner et on ne va pas forcément vous autoriser à donner n'importe quel prénom. Il y a eu d'ailleurs différentes affaires où l'officier d'état civil a considéré que le prénom allait porter préjudice à l'enfant par la suite. C'est vrai qu'en tant que parent, on n'y pense pas forcément sur le moment, mais c'est un nom et un prénom que vous allez garder toute votre vie, surtout votre prénom. Encore le nom, si vous mariez, vous pouvez le changer, mais le prénom, lui, ne bougera pas. Donc c'est vrai que l'officier d'état civil vous dit vous êtes libre, mais à condition de ne pas porter préjudice à votre enfant. Si l'officier d'état civil considère que le prénom que vous avez choisi, je vais vous donner des exemples, vous allez vite comprendre, si le prénom que vous avez choisi risque de porter préjudice à votre enfant, il va s'opposer à déclarer votre enfant et à remplir le livret de famille et à faire l'extrait, etc., etc. Il va dire, bon écoutez, moi je n'accepte pas ce prénom, je considère que ça peut être préjudiciable pour votre enfant et je vais saisir le procureur de la République qui va statuer et qui va décider si oui ou non le prénom est correct et est-ce qu'il convient? Est-ce que vous pouvez le choisir? Alors, il y a eu différentes affaires. Je vais vous citer deux cas qui ont été tranchés par les tribunaux. Des parents. Alors, c'est vrai que parfois on se dit, bon, les parents, ils réfléchissent pas trop. Enfin bon, ils ont certaines lubies. Des parents ont eu des jumeaux. Et donc, ils ont décidé, ils souhaitaient appeler leur enfant, c'était des garçons. Ils souhaitaient appeler leur garçon Starsky et Hutch. Bon, c'est vrai qu'on est très influencé par les séries américaines. Mais bon, on ne pense pas à nos enfants. C'est vrai que là, Starsky et Hutch, l'officier d'état civil s'est dit non, mais c'est pas possible. Et puis le procureur a interdit de choisir ses prénoms et a demandé aux parents de changer les prénoms. Parce que là, franchement, c'est complètement préjudiciable. Alors même si c'est plus une série très actuelle, bon, Starsky et Hutch, c'est vrai que c'était pas vraiment terrible pour eux. Par la suite, ils allaient quand même souffrir en grandissant. Deuxième cas aussi qui est plus fréquent, vous allez comprendre pourquoi. Des parents, leur nom de famille, c'est Renaud. Ils ont eu une fille. Ils ont voulu l'appeler Mégane. L'officier d'état civil a dit non. Je ne note pas ce prénom, Mégane Renaud. C'est pas possible, votre fille, ça va lui porter préjudice. C'est une marque de voiture, c'est un modèle de voiture. Alors, c'était pas par rapport au risque de copier la marque, mais c'est tout simplement parce que ça porte et ça peut porter préjudice à un enfant qui peut en souffrir par la suite. Donc, la naissance d'un enfant au niveau légal, là aussi, le droit
a mis des barrières, a encadré aussi la naissance d'un enfant, et on ne peut pas faire ce que l'on veut, et c'est aussi réglementé. Alors, situation de la vie quotidienne aussi au niveau professionnel. Une réglementation aussi importante en matière de droit du travail, l'embauche d'un salarié, là aussi le droit intervient. Il y a des règles qui sont très précises et très importantes au niveau de l'embauche d'un salarié. J'aurais pu vous prendre d'autres exemples au niveau professionnel parce que même les conditions de travail sont aussi réglementées. Il y a en tout cas tout un droit qui est spécifique donc aux relations employeur-salarié. L'employeur, au moment de l'embauche d'un salarié, va devoir respecter un certain formalisme et donc le droit, là encore, intervient pour dire il faut faire comme ça, vous devez remplir ces documents, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas non plus, alors chose très importante, nous y reviendrons, vous ne devez pas mentionner dans l'offre d'emploi certaines caractéristiques. Donc c'est vrai que c'est très réglementé. Là aussi, l'intérêt étant toujours de protéger le salarié face à l'employeur qui risquerait de commettre des abus, mais nous y reviendrons. Donc, face à ce constat de toutes ces analyses de la vie quotidienne, on se rend compte que le droit intervient dans tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine où on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de droit. Alors, il intervient dans tous les domaines. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser deux questions essentielles, qui sont tout d'abord la première question, mais à quoi sert-il ? C'est vrai, je vous ai dit, il intervient dans tous les domaines, mais pourquoi a-t-on besoin de droit ? C'est vrai que si on vivait seul, et c'est vrai qu'on se pose souvent la question, si on vivait seul sur une île déserte, le droit ne nous servirait pas à grand-chose, puisqu'il n'aurait rien à réglementer, puisqu'on est tout seul. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on vit en société, on a besoin de règles pour justement créer une certaine harmonie, pour mettre des barrières éventuellement, et pour éviter que justement le droit, enfin pour éviter que la société, les individus fassent ce qu'ils souhaitent sans aucun respect des autres. Donc à quoi il sert ? Pourquoi a-t-on différentes règles ? C'est vrai qu'on va le voir, vous allez voir, il possède différentes fonctions et il y a énormément de règles puisque chaque situation est réglementée par le droit. Deuxième question que l'on peut se poser également, comment justifier toutes ces obligations, ces interdictions, ces sanctions ? Parce que le droit, c'est ça aussi. Ce sont des obligations, ce sont des interdictions, ce sont des sanctions. Donc, première interdiction que je peux vous citer. Alors, celle-ci est plus ou moins récente. Pourquoi on a décidé à un moment donné de mettre comme interdiction de fumer dans les lieux publics ? Alors, c'est vrai qu'on peut se poser cette question. On est quand même dans un système de liberté où on peut faire ce que l'on souhaite, et pourtant le droit est venu poser une interdiction de fumer dans les lieux publics. On le verra par la suite, parce que aujourd'hui, il y a des raisons qui sont plus importantes que la liberté individuelle, qui est l'intérêt général, la santé, la sécurité, et donc on a décidé, pour protéger la santé publique, d'instaurer cette interdiction. Mais aussi, nous avons des sanctions civiles, on en reparlera plus longuement, et nous avons également des sanctions pénales. Pourquoi a-t-on besoin de sanctions civiles et sanctions pénales ? Sanctions pénales, c'est lorsque l'on a commis des infractions, on va voir, on est sanctionné. Pourquoi est-on sanctionné ? Parce qu'on vit dans une société et on va devoir réparer le dommage qu'on a commis à cette société. Et les sanctions civiles, ce sont essentiellement des sommes d'argent que l'on va devoir payer à la personne à qui on a causé le préjudice. Donc, comment justifier toutes ces obligations, interdictions et ces sanctions ? Nous allons essayer d'y répondre, on va apporter des réponses et je vais vous expliquer pourquoi le droit est nécessaire et je vais vous présenter toutes les fonctions
qu'il possède. Donc les réponses qu'on peut porter à ces questions, à quoi sert-il? Est-ce qu'on pourrait se passer de droit? On peut aussi se le demander, parce que c'est vrai que, est-ce que si on n'avait pas du tout de règles de droit, est-ce qu'on vivrait moins bien? Est-ce qu'on vivrait mieux? On va voir que c'est très difficile. Le droit possède différentes fonctions. Première fonction que possède le droit, une fonction d'organisation. Je vous le disais tout à l'heure, si un individu est tout seul sur son île déserte, bon, il peut s'organiser tout seul. À partir du moment où on est deux, il va falloir organiser les choses. C'est la nature humaine qui fait que l'être humain va chercher toujours à prendre l'ascendant sur les autres. Et donc le risque étant que le fort écrase le faible. Donc le droit va devoir organiser les relations entre les individus, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il va devoir organiser toutes ces relations pour éviter qu'il y ait des déséquilibres. D'ailleurs, pour organiser la vie en société, on va éviter l'anarchie et les conflits. Éviter l'anarchie, c'est quoi l'anarchie? L'anarchie, c'est le désordre. Et donc les règles de droit sont là pour éviter le désordre, éviter les conflits. Alors, bien évidemment, éviter les conflits ou les régler, parce que malgré tout, même si on a des règles de droit, et vous le savez, et nous le verrons, il y a quand même toujours des conflits, que ce soit en matière de droit du travail, que ce soit suite au non-respect d'un contrat, il va y avoir des conflits qui vont naître, et donc il va falloir les régler, trouver des solutions, et donc il y a des règles qui sont là pour vous aider à régler vos conflits. Le droit définit également ce que chacun peut faire, doit faire ou ne doit pas faire. Alors c'est vrai que vous allez avoir quand même différentes possibilités. Vous allez pouvoir faire certaines choses, et heureusement. À côté de ça, il y a des choses que vous allez devoir faire, notamment quand vous signez un contrat, vous allez devoir respecter vos obligations contractuelles. Vous allez devoir exécuter ce à quoi vous vous êtes engagé, parce que sinon, quel est le risque? Là encore, le droit intervient et va dire vous n'avez pas respecté votre obligation et donc vous allez être sanctionné. Et on verra quelles sont les sanctions. Et puis, il y a aussi des règles qui vous disent de ne pas faire quelque chose. Vous avez des interdictions. On l'a vu tout à l'heure, interdiction de fumer dans les lieux publics. Vous avez également d'autres obligations que vous ne devez pas, auxquelles vous ne devez pas porter atteinte, notamment l'obligation de concurrence. Vous ne devez pas porter atteinte à la concurrence et porter atteinte justement à votre concurrent direct. Nous y reviendrons. Une deuxième fonction du droit, la fonction de protection. Donc le droit organise, mais le droit également protège. Alors, pourquoi il protège? Vous allez me dire, bon, déjà il organise, il est là pour éviter l'anarchie et régler et éviter les conflits dans la mesure du possible, mais il est obligé de protéger. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la nature humaine est toujours quand même, vous avez des personnes qui vont vouloir prendre l'ascendant. Il y a des personnes qui sont jugées comme des forts, et puis vous avez des personnes qui sont assimilées à des faibles. Alors, il n'y a rien de péjoratif, c'est juste une manière de l'analyser, mais il y a des personnes qui ont besoin d'être plus protégées que d'autres, tout simplement parce que soit elles sont fragiles, soit elles ne connaissent pas les règles de droit. Et donc elles sont face à des personnes qui, elles, les maîtrisent et donc qui pourraient abuser de la situation et qui pourraient abuser de leurs connaissances. Vous avez d'ailleurs, pour les protéger, vous avez des règles qui sont spécifiques aux mineurs. Alors c'est vrai qu'on parle souvent des mineurs parce que c'est pas qu'ils sont plus fragiles, mais on considère qu'ils sont plus influençables. Et donc, ce sont des personnes qui sont, pour le droit, considérées comme faibles. Alors, attention, bien évidemment, on ne va pas traiter tous les mineurs de la même façon. Je vous prends un exemple en matière pénale. Le mineur, alors, c'est vrai que le droit pénal, et vous le verrez, a des catégories d'âge de mineurs.
bien évidemment, on ne va pas traiter pénalement un mineur de la même façon quand il a 5 ans et quand il en a 16. Le droit pénal estime que quand un mineur de 5 ans commet une infraction, il n'est pas responsable de ses actes. Il va être irresponsable pénalement. Par contre, à partir de 16 ans, là, il est responsable et donc on va pouvoir le poursuivre. Et donc, le mineur est une personne qui est plus faible parce que il ne possède pas forcément, en fonction de son âge, toute la conscience et toute la capacité pour pouvoir réfléchir à ses actes. Donc, en matière pénale, mais en matière aussi de travail, vous savez que le travail des mineurs est très contrôlé en France. On ne peut pas faire travailler, bien évidemment, de la même manière un mineur et un majeur. Un mineur peut travailler, mais c'est très réglementé. Il va travailler beaucoup moins qu'un majeur. Et on va contrôler ses heures de travail, parce que c'est une personne qui est plus fragile aussi physiquement, et donc aussi plus influençable. On pourrait lui demander de faire n'importe quoi. Lui, il va peut-être trouver ça marrant et il va le faire. Donc attention, attention, ce sont des personnes qui sont plus fragiles et plus faibles juridiquement. Également, autre fonction de protection, une autre branche du droit, le droit du travail. C'est vrai qu'on va devoir protéger les salariés. Pourquoi ? Parce que on va devoir protéger les salariés face à l'employeur. Ce n'est pas que l'employeur soit méchant, mais il veut toujours demander aux salariés de faire beaucoup plus, de travailler plus, de travailler dans certaines conditions. Et là, le droit du travail a instauré un cadre dans lequel l'employeur doit rester. On va protéger les salariés en matière d'hygiène, de sécurité, de santé. Donc, il y a toute une réglementation au niveau des salariés, mais aussi en droit du travail, ce n'est pas on protège le salarié, mais aussi l'employeur va avoir certains droits. Le salarié n'est pas non plus, et c'est vrai que le danger c'est un petit peu ça, parce qu'on se dit on va protéger les personnes les plus faibles, mais dans certaines entreprises, c'est pas toujours ceux qu'on pense les plus faibles qu'ils le sont. Donc l'employeur va avoir certaines aussi possibilités. Mais en tout cas, il va devoir respecter une réglementation. Par exemple, le jour où il souhaite licencier un salarié parce que le salarié a commis des fautes. Il y a une procédure. Mais il va devoir en tout cas respecter cette procédure. Donc c'est vrai que là aussi, le droit va protéger d'un côté l'employeur, en lui disant, bon, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, mais attention de respecter la réglementation. Et puis, quand même, de manière plus importante, le salarié qui, lui, est soumis à certaines conditions, parfois même de dangerosité, qui font qu'il va falloir aussi respecter une réglementation. Enfin, le droit de la consommation, c'est aussi une autre branche du droit que nous verrons un petit peu cette année. La consommation, ça nous fait penser au consommateur. Le consommateur est assimilé en droit à une personne qui est plus faible que le professionnel. Parce que le professionnel, lui, connaît tous les rouages. Et donc, il va essayer de nous influencer en tant que consommateurs pour nous faire signer parfois un peu n'importe quoi. Et après, on se retrouve dans des situations difficiles, dans des situations où on ne peut plus assumer notamment certains crédits. Et donc, le droit est là aussi pour encadrer, pour réglementer, pour essayer d'assister le consommateur dans ses achats afin qu'il s'engage en connaissance de cause et qu'il sache que, en cas de problème, en tout cas, il va pouvoir se retourner éventuellement vers la justice et qu'il y a des règles qui le protègent. Donc, vous voyez, les mineurs, le droit du travail, le droit de la consommation. Donc, il y a d'autres branches du droit, mais que nous verrons par la suite. Une autre fonction, c'est la fonction de prévention. Donc, le droit organise, le droit protège, mais le droit aussi prévient. On va essayer d'anticiper les problèmes. On va essayer de mettre des règles en place afin de ne pas arriver trop tard et de régler le conflit, mais en tout cas de l'éviter, de l'anticiper. Donc le code de la route. Je sais que ça vous fait plaisir. Quand on parle du code de la route, il y a beaucoup de règles, il faut toutes les respecter. Et vous le savez, si vous ne les respectez pas, on vous prévient. On vous dit attention. Vous savez que en ville, vous devez rouler à 50. Vous ne roulez pas à 50.
ah, qu'est-ce qui peut se passer? Il se peut que vous soyez flashé, hein, vous êtes pris en photo. Alors, c'est pas pour être pris en photo parce que on vous aime bien. Vous êtes pris en photo parce que on va derrière vous envoyer un petit courrier vous indiquant que vous avez commis une infraction, que vous n'avez pas respecté le panneau qui était indiqué et qui était présent sur plusieurs kilomètres. Malgré tout, vous n'en avez pas tenu compte, donc vous êtes sanctionné. Donc c'est vrai que le code de la route, hein, quand vous apprenez à conduire, on vous explique toute cette réglementation. Bon, après, une fois que vous conduisez, vous la respectez plus forcément. Mais bon, rappelez-vous que, en tout cas, en plus en plus, on est surveillé, on vous avertit quand il y a des radars, on essaye d'anticiper les problèmes. C'est pas toujours le cas. Une fois que vous avez commis la faute, ben là, par contre, le droit est également là pour vous sanctionner. Hein. Ça, c'est sûr que vous allez recevoir un courrier, une amende à payer. On y reviendra sur l'amende. Et puis, vous allez perdre des points. Hein. Ça, c'est pas toujours très agréable. Mais bon, on va vous dire, on vous avait prévenu. En même temps, il y a aujourd'hui, et c'est vrai, on nous informe suffisamment, notamment quand vous êtes au volant et que vous téléphonez. Sur le portable, vous savez que vous ne devez pas le faire. Hein, vous êtes prévenu. On vous a expliqué la règle. Et pourtant, bon, il y a certaines personnes qui le font. Donc c'est vrai que derrière, il y a la sanction. Bon, elle n'est pas toujours... et on trouve ça toujours injuste. Mais bon, fonction de prévention, on vous avertit en matière de code de la route, en matière de droit du travail, j'y reviens parce que là aussi, je vous le disais tout à l'heure, on instaure des règles pour prévenir les problèmes en matière de conditions de travail. Il y a des règles à respecter pour éviter les accidents, pour que le salarié ne mette pas sa vie en danger. On va lui donner une certaine et plusieurs démarches à suivre pour éviter l'accident. Bon, c'est pas toujours possible. L'employeur parfois ne respecte pas aussi les conditions de sécurité et donc derrière il y a une sanction. Une autre fonction très très importante, hein, peut-être la plus dure, c'est la fonction de répression. C'est vrai que le droit organise, le droit protège, le droit prévient. Et si malgré tout, après avoir été prévenu, protégé, vous commettez des fautes, le droit a une fonction de répression. Et c'est peut-être pour ça aussi que certaines personnes respectent les règles de droit. C'est parce qu'il y a cette fonction de répression, de punition. Le droit va punir toutes les infractions que vous allez commettre. Les amendes, c'est une punition. C'est une punition qui peut vous coûter cher. On parlait tout à l'heure du code de la route. Lorsque vous roulez à la vitesse, que vous dépassez la vitesse autorisée, que vous vous faites flasher, vous allez recevoir un courrier qui vous dit, bon, monsieur, vous allez perdre 2, 3, 4 points, voire plus, et puis vous allez devoir payer une amende. Une amende, c'est une somme d'argent que vous allez devoir payer à qui? Au Trésor public étant un représentant de l'État. Vous allez devoir payer l'infraction que vous avez commise à la société, à l'État qui est son représentant, parce que vous avez enfreint la loi. Et donc, vous allez payer une amende. Alors, si vous ne la payez pas, vous savez ce qui se passe, l'amende va être majorée, c'est-à-dire qu'elle va augmenter. Et puis, il peut se passer que vous soyez poursuivi en justice au cas où vous ne payez pas vos amendes. Donc, amende, c'est une sanction pénale qui est une somme d'argent que vous payez au Trésor public. Autre punition, on va voir quand même les plus dures, hein, la peine d'emprisonnement. Alors là, vous commettez une infraction qui est parfois plus grave que... alors, c'est une sanction qui est plus grave que l'amende, puisque là, ce n'est plus seulement de l'argent. Là, on va vous retirer votre liberté parce que vous avez commis une infraction tellement grave que vous allez devoir aller en prison pendant un temps plus ou moins long. Si c'est une infraction pas très très grave, il se peut que vous soyez condamné à de l'emprisonnement avec sursis, ce qui veut dire que, on le verra par la suite, vous n'allez pas en prison, mais en tout cas,
vous êtes en sursis, c'est-à-dire que si vous commettez une autre infraction, vous allez directement en prison. Et puis, ça peut aller vraiment jusqu'à un emprisonnement qui est très, très important. Alors, la perpétuité en France n'existe pas réellement en pratique. Le maximum que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est 30 ans. Donc, peine d'emprisonnement, vous commettez une infraction pénale, c'est une sanction pénale, vous commettez une infraction pénale, crime, même un délit grave, vous pouvez être condamné à de la prison. Donc le droit est là aussi pour vous punir. Pourquoi ? Parce que là aussi, vous avez commis une infraction à la loi, à la société. Vous avez arrêté de vivre en toute harmonie avec les autres et vous avez apporté atteinte à quelqu'un qui fait que vous allez devoir être en prison pour payer votre dette à la société. Travaux d'intérêt général, c'est une sanction pénale également. Alors, qui est moins grave que la peine d'emprisonnement, c'est dans des petites infractions, vous allez devoir, et le juge va adapter, on le verra en fonction de l'infraction commise, la peine qu'il choisit. Travaux d'intérêt général, c'est vous allez devoir rendre des services à la commune, notamment repeindre des façades, aller dans des associations, pour aider le personnel associatif, donc vous occupez des enfants. Voilà, vous allez avoir des heures de travaux d'intérêt général. C'est une sanction qui est quand même moins dure que les peines d'emprisonnement, bien évidemment. Mais attention, ce ne sont pas pour les mêmes infractions. Si vous tuez quelqu'un, vous n'aurez pas des travaux d'intérêt général. Vous irez directement en prison. Alors, on va adapter la sanction à l'infraction commise. Fonction de répression, le droit, bien évidemment, a instauré différentes sanctions. Nous les verrons par la suite de manière détaillée. Après avoir vu le rôle du droit et toutes ses fonctions, nous allons voir que la règle de droit possède des caractéristiques. Donc la règle de droit, comment peut-on la définir ? C'est quoi une règle de droit ? Une règle de droit, c'est une manière de se conduire en société. C'est une règle de conduite sociale. Je vous ai dit, le droit objectif est un ensemble de règles qui régit les relations entre les personnes. Et donc, on est dans une société organisée. Et donc, nous avons des règles que nous devons respecter. Il y a une manière de se conduire dans la société. Il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Et bien évidemment, qui assure ces règles de droit, qui garantit cette conduite sociale, c'est l'autorité publique, c'est l'État. Et donc l'État va garantir et va assurer l'autorité publique et va vérifier que vous respectiez les différentes règles de droit qui sont applicables dans notre pays. Donc la règle de droit possède différentes caractéristiques. Tout d'abord, premier caractère de la règle de droit a un caractère général. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que la formulation d'une règle de droit est impersonnelle. On ne désigne pas une personne précisément dans une règle de droit quand elle est rédigée. Elle est faite de manière impersonnelle. Donc, la règle de droit vise un ensemble de personnes. Alors, ça peut viser toutes les personnes. Tous les citoyens qui sont résidents en France vont être soumis à certaines règles de droit. Mais aussi, il y a des règles de droit qui vont viser certaines catégories de personnes. Je vous parlais tout à l'heure des mineurs. Si vous n'êtes plus mineur, vous ne serez pas concerné par les règles de droit concernant les mineurs. En matière de travail, il y a des règles de droit en matière de travail. Si vous n'êtes pas salarié, si vous n'êtes pas employeur, vous ne serez pas concerné par les règles de droit. Donc, on le verra, il y a des règles de droit qui s'appliquent à tous et il y a des règles de droit qui visent une catégorie de personnes. Ce n'est jamais une personne en particulier. Vous n'aurez pas, dans toutes les règles, vous n'aurez pas une règle qui dit « Monsieur X doit faire ci »,« Madame Z peut faire ça ». C'est toujours de manière impersonnelle. D'ailleurs, elle est rédigée en termes abstraits. Nous allons le voir par la suite avec des exemples. C'est très très général.
Pourquoi? Parce que on va aussi offrir la possibilité au juge, en fonction d'un problème, d'interpréter la règle de droit, de l'analyser suivant ses idées, son recul, son analyse personnelle. Alors bien évidemment, le juge est tenu par la loi, il doit respecter la loi, mais il peut avoir une interprétation plus ou moins stricte de la règle. Et nous le verrons lorsque nous aborderons certaines décisions de justice, la manière dont on peut interpréter une règle de droit plus ou moins large. Donc les exemples que je vous disais des règles de droit afin que vous compreniez la manière dont elles sont rédigées. Alors, l'article, tout d'abord 1383 du Code civil, que nous verrons accessoirement par la suite quand on étudiera la responsabilité civile. On vous dit dans cet article, chacun est responsable du dommage qu'il a causé. Donc là, il n'y a pas plus général que ça, puisque là, il y a chacun, donc on ne cite personne. Chacun, ça peut être une personne comme ça peut être tout le monde. Responsable du dommage qu'il a causé. Le dommage, on va voir, ça concerne plusieurs sortes de dommages. Donc, la règle de droit est volontairement générale pour laisser plus ou moins une interprétation aux juges et aux avocats, bien évidemment, quand il y a un litige et qu'ils doivent vous défendre en justice. Un autre exemple aussi, l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. On a encore ce terme de chacun. Le respect de la vie privée, nous allons le voir lorsqu'on fera une première décision de justice. La vie privée, c'est une notion plus ou moins large. Vous pouvez entendre, vous, vie privée d'une certaine manière, et puis une autre personne va donner certains attributs à la vie privée auxquels vous n'aurez pas pensé. Donc, cela permet, suivant les différents problèmes qui peuvent se présenter sur les atteintes à votre vie privée, soit le juge va considérer qu'il y a une atteinte ou pas à votre vie privée. La loi est la même pour tous. Alors ça, c'est un principe, quand la loi est votée, on est tous soumis, à partir du moment où elle nous concerne, à la loi qui est votée. On va devoir tous la respecter. Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Juste pour mes mots, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen date de 1789. Donc cet article est bien évidemment très ancien. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il a été repris dans le préambule de notre Constitution et donc on est soumis à cet article. Que dit cet article? Chacun n'est libre et égaux en droit. Donc c'est vrai que c'est un principe très important. On est en principe tous égaux en droit. On va voir que parfois on peut se poser la question, mais en tout cas au départ, on est libre et on a tous les mêmes droits. Évidemment, la loi est la même pour tous parce qu'il y a aussi comme garantie de lutter contre les discriminations. Bien évidemment, la loi est faite de manière générale, on ne vise pas une catégorie de personnes en particulier par rapport à des différences de religion, d'opinion. Donc c'est vrai que la loi ne tient pas compte et d'ailleurs la loi est présente dans certains domaines pour lutter contre les discriminations. Il y a des lois en matière de travail qui existent sur l'égalité homme-femme. Il y a un principe qui est l'égalité de rémunération homme-femme. Bon, c'est vrai que c'est un principe encore aujourd'hui, on a encore du chemin à parcourir, mais en tout cas, il y a un effort, il y a une démarche pour qu'on soit tous traités de la même manière, même si parfois il peut y avoir des différences. C'est vrai que la loi doit être la même pour tous. Et les avantages qu'une personne peut avoir, l'autre personne qui possède les mêmes caractéristiques, qui a fait le même parcours, devrait aussi avoir les mêmes avantages. Donc c'est vrai qu'en matière de travail, l'égalité de rémunération homme-femme, la discrimination à l'embauche, il y a des lois qui sont votées pour lutter contre la discrimination à l'embauche, mais c'est vrai qu'en pratique, ce n'est pas toujours possible. Donc on va le voir, il y a parfois des principes qui sont mis en place et qui malheureusement sont pas toujours respectés. C'est pour ça que parfois le droit est obligé de sanctionner certaines pratiques.
Un deuxième caractère de la règle de droit, un caractère obligatoire. Donc, comment s'exprime ce caractère obligatoire de la règle de droit? C'est que la règle de droit est un commandement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Elle va vous dire et elle va vous imposer certaines choses. Elle va vous imposer des obligations qui sont plus ou moins strictes. Et donc, vous allez devoir vous conduire d'une certaine manière. Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire, mais bien évidemment, on le verra, il y a aussi certaines possibilités. On va vous autoriser à faire certains actes, on le verra tout à l'heure. Et donc, il n'est pas possible, comme la règle de droit est un commandement, il n'est pas possible de l'écarter à partir de son entrée en vigueur jusqu'à son abrogation. Ça veut dire quoi? C'est que la règle de droit, elle est permanente à partir du moment où elle entre en vigueur. Alors, l'entrée en vigueur, c'est qu'elle a été votée et donc elle est applicable. Donc, elle va s'appliquer jusqu'à ce qu'elle soit abrogée. Abroger, ça veut dire quoi? Ça veut dire supprimer. Donc, chose très importante, on ne peut pas dire « Ah mais non, cette règle de droit, on ne peut plus l'appliquer ». Et pourtant, on va devoir l'appliquer parce qu'elle existe toujours. Alors, ce qui est assez singulier, enfin, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a encore aujourd'hui des règles de droit qui sont très très anciennes, qui datent du premier code civil. Je vous rappelle que le code civil date de 1804 et il y a encore aujourd'hui dans le code civil des règles de droit qui datent de 1804. Donc cela veut dire qu'elles sont applicables, mais elles ne sont pas forcément appliquées. Je m'explique. Il y a encore aujourd'hui des règles de droit qui existent, mais qui ne sont plus appliquées parce qu'elles ne correspondent plus à une réalité. Et pourtant, comme elles n'ont pas été abrogées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été supprimées, elles sont applicables. C'est-à-dire que si demain on décide que la règle de droit, on veut y recourir, on le peut. Et elles datent de 1804, donc elles n'ont pas des durées de validité dans le temps. On a aujourd'hui comme règle de droit des règles de droit qui parlent des chevaux et des calèches. Bon, c'est vrai que, alors elles ont jamais été abrogées. On ne circule plus en centre-ville en calèche, sauf pour visiter certaines villes. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, on aurait dû la supprimer. Comme elle est toujours présente et qu'elle n'a pas été abrogée, elle est applicable et pas forcément appliquée. La règle impose des obligations plus ou moins strictes. Il y a des obligations qui sont impératives, qu'on ne peut pas écarter. Notamment en matière de divorce, on est obligé, lorsqu'on souhaite divorcer, de respecter un formalisme et les obligations sont strictes. On ne peut pas y déroger. Je vous ai dit tout à l'heure, la règle de droit, même si elle impose des obligations, elle va autoriser certains actes. Bien évidemment, toujours, tout en respectant la loi, vous allez pouvoir passer et signer certains actes qui vont vous donner certaines prérogatives, certains attributs. Alors, la règle de droit est un commandement, mais certaines règles sont supplétives, c'est-à-dire qu'elles sont facultatives et on va pouvoir les écarter et en choisir d'autres qui nous conviennent mieux. Je prends un exemple. Effectivement, lorsque vous avez un différend en matière commerciale, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, recourir à un tribunal, au juge, mais vous pouvez décider d'écarter ce principe et de faire appel à un arbitre. Donc ce ne sont pas des règles qui sont impératives, vous allez pouvoir ne pas les utiliser, vous allez pouvoir les écarter parce que vous allez choisir d'autres règles de droit. Donc dans certains domaines, vous allez avoir des règles qui sont facultatives et que vous pouvez écarter. Donc elles sont facultatives et elles peuvent être écartées par les individus, ce que je vous disais tout à l'heure. Dernier caractère de la règle de droit, un caractère coercitif. Alors, c'est un mot un petit peu
barbare et pourtant il est très très important. Que signifie le caractère coercitif? Cela veut dire que la règle de droit peut être sanctionnée par la contrainte. On va, et vous allez vite le comprendre, si lorsqu'on met en place une règle de droit, on ne met pas avec cette règle de droit différentes mesures de contrainte, pourquoi on les respecterait? Puisque si derrière on ne nous contraint pas à la respecter, on se dit finalement on n'a pas à la respecter et puis de toute façon on ne sera pas sanctionné. Alors malgré tout, bien évidemment, il ne faut pas se leurrer non plus, c'est pas parce qu'il y a des contraintes que les gens n'enfreignent pas les règles. Sinon on vivrait dans un monde idyllique. Bien évidemment, les contraintes, c'est qu'on va vous pousser contre vous-même, contre votre volonté, à faire certaines choses. Et au besoin, on va, ce qu'on appelle, mettre en place une exécution forcée. Un exemple, vous ne respectez pas votre part du contrat, vous ne remboursez pas vos dettes. On va vous attaquer en justice en disant, attendez, monsieur le juge, il a signé un contrat, il devait me payer cette somme, il ne me la paye pas. Moi, je veux que vous le poussiez à le faire. Donc, comment on va vous pousser? On va vous contraindre, on va vous sanctionner à l'exécution forcée, éventuellement. Et donc, on va, au besoin, saisir vos biens. Là, ça va vous pousser à vous exécuter. Donc, on le verra par la suite, comment peut être mis en place ces mesures d'exécution forcée. À côté de ça, le caractère coercitif signifie aussi que la règle de droit peut être assortie de différentes sanctions. On l'a vu tout à l'heure, nous avons ces sanctions qui sont déterminées par l'État. C'est l'État qui, lorsque il met en place une règle de droit, il va dire, pour telle disposition, si les personnes ne le respectent pas, elles peuvent être condamnées à ces types de sanctions. Et alors, le juge va fixer la sanction, parce que, en fonction de la règle de droit que vous n'avez pas respectée, le juge va avoir un panel de sanctions qu'il va pouvoir choisir, qu'il va pouvoir déterminer en fonction de l'infraction que vous avez commise. Tout à l'heure, on a vu les infractions pénales. Vous avez commis un crime, il a différentes sanctions pénales, l'amende, la peine d'emprisonnement, le travaux d'intérêt général. Il va choisir, dans les sanctions pénales, parce que vous avez commis une infraction pénale, il va choisir les sanctions qui s'y appliquent. Et pour chaque infraction, il y a différents types de sanctions. Et c'est le juge qui, suite à la détermination de l'État, va fixer la sanction adéquate. Et donc, les sanctions sont variables. Le juge peut décider de vous fixer 2 sanctions ou une sanction civile, une sanction pénale. Sanction civile, c'est un exemple, les dommages-intérêts, c'est une somme d'argent que vous allez devoir payer à la personne à qui vous avez commis un préjudice. Mais vous allez pouvoir aussi et devoir aussi faire de la prison. Parce que vous avez blessé une personne, donc vous allez lui verser de l'argent par rapport à cette blessure, mais vous allez aussi devoir faire de la prison. Donc les sanctions sont variables, sont diverses, et nous le verrons par la suite. Donc, la règle de droit, ce qui est important de comprendre par rapport à toutes ces caractéristiques que nous venons de présenter, c'est qu'elle se distingue des règles morales. Vous savez que jusqu'à il y a encore quelques années, on était très très influencé par la morale. Encore aujourd'hui, nous avons des règles de droit qui sont influencées par la morale. On n'a pas le droit de faire certaines choses parce que moralement, ça ne se fait pas. Mais comme nous avons des caractéristiques générales, obligatoires et surtout coercitives, on va distinguer les règles de droit de la morale. Parce qu'en matière de morale, il n'y a pas de réelle sanction. Si vous faites quelque chose d'immoral et pas interdit par la loi, on ne va pas vous mettre en prison pour autant. Vous allez avoir juste un sentiment de culpabilité, et encore pas tout le monde. Vous allez avoir peut-être honte de ce que vous avez fait, mais pour autant, vous n'irez pas en prison. Donc c'est vrai que même si la morale était très présente dans les règles de droit,
Le droit évolue, on va le voir. On est obligé aujourd'hui, et l'autorité publique est quand même obligée d'adapter les règles de droit à l'évolution de la société. Il y a des choses qui étaient interdites auparavant et qui sont autorisées aujourd'hui. Parce qu'auparavant, c'était complètement immoral, puis aujourd'hui, c'est admis. Je vous prends un exemple, vous allez vite comprendre. Il y a une cinquantaine d'années, la femme, lorsqu'elle était mariée, elle n'avait pas le droit, aujourd'hui elle n'a pas le droit non plus, mais en tout cas les conséquences sont différentes. Si elle commettait l'adultère, l'adultère étant le fait de tromper son mari, elle allait en prison parce qu'elle avait commis l'adultère. Aujourd'hui, alors c'est pas que ça soit autorisé, mais en tout cas, on a la morale à évoluer, le droit surtout à évoluer, et donc les règles de droit ont été modifiées. Et si la femme commet l'adultère aujourd'hui, comme le mari, il y a la possibilité de demander le divorce. Elle n'ira pas pour autant en prison, alors qu'il y a 50 ans, c'était le cas. Donc vous voyez, et puis il y a dans différents domaines une évolution du droit, et heureusement, parce que la société évolue, parce que aujourd'hui on a une émancipation des personnes, notamment on parlait de la femme, qui fait qu'il faut adapter les règles de droit. Donc c'est pourquoi c'est vrai que la morale peut être aujourd'hui un peu moins présente et un peu moins influence en tout cas un petit peu moins les règles de droit. Donc voilà sur cette notion de droit. Donc nous avons présenté, comme je vous le disais tout à l'heure, les définitions, la finalité du droit avec le rôle du droit et les caractéristiques de la règle de droit. Nous en avons fini avec cette notion de droit. Juste rappelez-vous, et nous en reparlerons prochainement, la règle de droit, contrairement à ce que l'on pense, c'est quand même une expression de la société et de la volonté des personnes. Je ne sais pas si vous le savez, mais la règle de droit est votée par nos représentants. Elle est votée au Parlement par les députés et les sénateurs qui sont des personnes qui sont élues de manière indirecte par les sénateurs. On ne vote pas directement pour les sénateurs, mais en tout cas, on vote directement pour les députés. Donc, on les a mis en place à l'Assemblée nationale pour qu'ils votent des lois. Donc, ils expriment en principe notre volonté. Et c'est pourquoi on est tous soumis finalement à des règles qui, en principe, ou plus ou moins, répondent à notre souhait et à notre volonté. Donc on en a terminé sur la notion de droit. Nous nous retrouverons très bientôt pour une prochaine séance. Je vous dis merci pour votre attention et puis à très bientôt.